Je crois qu'il faudrait s'appuyer beaucoup plus qu'on ne le fait sur ce que nous renvoient les étrangers lorsqu'ils parlent de la France. You know you're never alone. All the birds in the trees, where they're singing your name. Well, I got something on my mind. La France a peur. Pourquoi ? Tout d'abord, il faut préciser que la France a peur simplement lorsqu'on lui demande comment se porte la France. Les Français ont peur pour la France. Lorsque on passe du collectif à l'individuel, on s'aperçoit que cette peur est beaucoup moins forte. Beaucoup de Français, individuellement, se portent plutôt bien ou en tous les cas sont passés entre les gouttes de la crise pour la plupart, mais simplement ils se sentent vulnérables pour l'avenir. Donc il faut toujours faire cette distinction en France entre la vision collective que peuvent avoir les Français par rapport à la société française, par rapport à la nation, à son évolution, à son éventuel déclin, c'est ce que nous disent les Français, et les situations personnelles. Expliquez-nous cette montée de l'hyper-individualisme en France. Nous sommes à cette époque de la reconnaissance de l'individu, avec un certain nombre de droits qui ont été acquis progressivement, et en face, certainement, un certain nombre de devoirs, notamment celui de s'assumer en tant que personne. Qu'est-ce que le concept d'horizontalisation ? Ça veut dire que pendant très longtemps, cette société française était organisée autour de systèmes hiérarchiques très marqués, très pesants même, on peut le dire, en France par rapport à d'autres pays, qui faisaient qu'il y avait au sommet les acteurs politiques, économiques, sociaux, scientifiques, etc., culturels. Bien, tous ces gens-là diffusaient leurs propres décisions, leurs propres appréciations de la situation au public à travers les intermédiaires que sont les médias. Et puis on a vu progressivement la mise en cause, puis la disparition de ce système vertical au profit d'un système horizontal. Et là, tout d'un coup, ce sont les Français qui parlent aux Français, en tous les cas les citoyens qui parlent aux citoyens, les consommateurs qui parlent aux consommateurs, tout cela ayant été évidemment largement favorisé par l'évolution technologique. Avant Internet, il était difficile de diffuser largement le bouche à oreille, ça prenait beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas les forums, il n'y avait pas les blogs, il n'y avait pas les réseaux sociaux, et tous ces outils nouveaux ont été, les Français s'en sont emparés parce qu'ils en avaient besoin, et ça leur a permis finalement de résister à ces pressions qui s'exerçaient de haut en bas au profit de contre-pouvoirs finalement qui s'installent aujourd'hui sur le plan horizontal. En quoi la virtualisation a-t-elle changé la société française ? Alors cette virtualisation de la société, cette numérisation, c'est une révolution, il ne faut pas se le cacher. C'est quelque chose d'aussi important, peut-être davantage, on le verra dans les prochaines années, que ce qui s'est passé à la fin du XVIIIe siècle avec l'avènement de la révolution industrielle. C'est la troisième révolution technologique et c'est peut-être la plus importante parce qu'elle est totalement libre, elle impacte tous les domaines. Et puis, elle évolue très vite parce que il y a une prise en charge de ces nouveaux outils par les individus eux-mêmes qui les détournent, qui les orientent ou les réorientent, qui parfois les font disparaître lorsqu'ils ne sont pas conformes à leurs vœux. Et cette digitalisation ou numérisation, elle a des effets sur notre vie professionnelle, puisqu'on est tous amenés à utiliser des machines, des ordinateurs, des tablettes, etc. Elle impacte notre vie personnelle, puisque nous sommes dans un espace-temps différent, avec le téléphone portable notamment. Elle impacte notre vie de famille, parce que nous pouvons être ensemble, mais séparément, d'une certaine façon. Elle transforme aussi en profondeur la société, puisque on voit bien qu'il y a de nouveaux groupes sociaux, il y a une recomposition qui s'opère, avec d'un côté la famille traditionnelle, mais qui évolue au profit de ce qu'on peut appeler des tribus, des clans, des diasporas aussi qui sont en train de se créer, qui font qu'on mélange des gens qui sont des proches géographiquement, avec d'autres qui le sont beaucoup moins, mais avec lesquels on a des points communs. Comment définirez-vous la génération Y française ?
Alors cette génération Y, elle est formée des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans pour faire court, et qui progressivement entrent ou sont déjà entrés pour certains d'entre eux dans la société, notamment la société professionnelle. Donc on voit surtout les effets de ce changement générationnel dans les entreprises où ils commencent à imprégner le fonctionnement de ces entreprises de nouvelles valeurs. Ces valeurs, ce sont des valeurs de réalisme, ce sont des valeurs aussi de combinaison entre le personnel, le professionnel, l'amical, le familial. Donc aujourd'hui, on ne sépare plus les genres. Un des grands changements qui ont été apportés par cette nouvelle société ou civilisation, c'est le mélange des genres. C'est le fait qu'on ne compartimente plus ce qui est de l'ordre du travail par rapport à ce qui est de l'ordre de la vie personnelle ou des loisirs ou du travail ou de la présence associative qui est beaucoup pratiquée en France. On est un seul individu, mais multidimensionnel, et on n'accepte plus de n'avoir qu'une seule de ces dimensions en action à certains moments de la journée. Et donc, pour les entreprises, ça a été quelque chose d'assez compliqué à gérer. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises ne savent pas gérer l'arrivée de la génération Y parce qu'elle a bousculé les habitudes. Il y a des attentes nouvelles, il y a des revendications qui se font jour. Et je crois qu'on a tout à fait intérêt à bien intégrer, à bien accepter cette génération, à lui donner la possibilité de s'exprimer et d'inventer le futur de l'entreprise. La gouvernance de l'entreprise ne pourra plus être la même si on laisse ces jeunes prendre la place qui leur revient, parce qu'ils ont compris le monde dans lequel nous sommes entrés, alors que les plus anciens ont encore quelques difficultés. Quel est le rapport de cette génération Y finalement aux marques ? Les membres de cette génération Y sont à la fois d'ardents défenseurs, utilisateurs, acheteurs des marques, parce que c'est quelque chose qui les séduit. Il y a un discours des marques qu'ils comprennent assez bien, qui d'ailleurs souvent leur est spécifiquement destiné, mais en même temps ils en sont souvent les dénonciateurs, les contempteurs, parce qu'ils attendent des entreprises et des marques ou des enseignes, je dirais, de la vertu. On parlait depuis les années 80 notamment de l'éthique des entreprises ou des marques. C'est un terme qui a été un petit peu galvaudé parce que les entreprises ont beaucoup communiqué sur l'éthique, la main sur le cœur, en disant plus éthique que moi tu meurs, meilleur défenseur de l'environnement que moi tu meurs. Et c'était un discours un petit peu fabriqué, qui n'était pas tout à fait crédible. Et les jeunes aujourd'hui demandent des preuves de cela. Les discours ne suffisent pas. Et lorsque les marques prennent certains accommodements avec la vertu, eh bien, ils leur font savoir. Et aujourd'hui, les moyens de le faire savoir sont innombrables dans cette société notamment devenue horizontale et qui fonctionne en réseau. Que faire pour sauver la marque France ? Je dirais d'abord peut-être reconnaître qu'il y a une marque France et qu'il devrait y avoir une marque France, que cette marque elle est formidable dans son essence parce que on parle aujourd'hui beaucoup de storytelling par exemple, à propos des marques, et le storytelling de la marque France il est extraordinaire. Il y a peu de pays qui peuvent se vanter d'avoir une aussi belle histoire à raconter.